Bienvenue à tous et merci de votre fidélité à Afrique Presse. C'est sur RFI et TV5 Monde. Avec nous cette semaine, Denise Epoté, TV5 Monde, Camille Bauer, l'Humanité, Pierre Choriot, Le Courrier International et Valentin Audonou pour la Revue Continentale. 3 sujets sont en débat. Tout d'abord, le verrouillage du régime de Paul Kagame qui se poursuit au Rwanda. Victoire Ingabire, candidate déclarée à la prochaine présidentielle, contre lui a été brièvement interpellée mercredi. L'opposante accusée d'avoir nié le génocide de 1994 et d'association avec un groupe terroriste demeure sous contrôle judiciaire. La publication des résultats provisoires des élections générales du Soudan se poursuit. Les observateurs internationaux, à l'exception de l'Union africaine et de la Ligue arabe, dénoncent un scrutin non conforme aux normes internationales. Et puis au Bénin, eh bien, les principales forces de l'opposition s'unissent derrière un seul candidat dans la perspective de la prochaine présidentielle. Et c'est Adrien Oumbedji qui défendra les couleurs de la coalition dite l'Union fait la nation. Voilà, tout d'abord, Denise, donc le Rwanda, on entre de plein pied dans cette actualité. L'opposante Victoire Ingabire, donc arrêtée mercredi. La présidente des Forces démocratiques unifiées, on le sait, a eu peut-être le mauvais goût de se présenter ou de se déclarer comme candidate à la prochaine présidentielle contre Paul Kagame. Et comme d'ailleurs, comme la plupart des personnes, des personnalités qui ont osé défier Paul Kagame, eh bien, on lui cherche des ennuis judiciaires. Elle a été interpellée brièvement, elle a été placée sous contrôle judiciaire, car elle est accusée de négationnisme et par ailleurs de lien avec les groupes terroristes, autrement dit les rebelles Hutus rwandais qui se trouvent dans l'est du Congo. Voilà. Je crois que c'est un peu excessif d'accuser quelqu'un de négationniste parce qu'elle déclare que les seules victimes du génocide n'ont pas été que des Tutsis. Et puis à propos de l'efficacité des tribunaux Gacaca, qu'elle a aussi mis en cause, pardon. Tribunaux Gacaca, les tribunaux nationaux populaires rwandais. Elle n'est pas la seule à les critiquer, parce que beaucoup de Rwandais ont dénoncé justement ces tribunaux populaires qui rendent la justice du vainqueur uniquement. Instrumentalisée, qui dépossèdent les gens, les accusés. Et je crois que Victor Ingabire, comme les officiers supérieurs qui ont été suspendus de leurs fonctions au début du mois de février et de mars, a eu le tort d'avoir des prétentions pour l'élection qui aura lieu au mois d'août, en août prochain, face à un parti politique, le FPR, qui contrôle la vie politique rwandaise quand même depuis 16 ans. Donc les succès, c'est vrai que Paul Kagame a engrangé depuis 16 ans beaucoup de succès économiques, mais il cache aussi un régime très fort. Le FPR est un parti-État, et ça, on a tendance à l'oublier. Alors Pierre, curieusement, seul à peu près Human Rights Watch semble s'émouvoir de cette nouvelle dérive, les ennuis donc d'Ingabire. L'organisation de défense des droits de l'homme, l'organisation américaine, a d'ailleurs régulièrement accusé Paul Kagame de verrouiller le système et de le verrouiller encore davantage à l'approche de ces élections. En revanche, rares sont les critiques émanant de dirigeants des puissances occidentales, notamment des États-Unis, de la Grande-Bretagne. Et d'ailleurs, à contrario, Paul Kagame est plutôt courtisé, voire chouchouté. Mais c'est vrai qu'il y a des réticences des grandes puissances anglo-saxonnes, parce qu'évidemment, il y a eu le génocide, donc c'est toujours difficile de critiquer ce régime. Mais on voit quand même qu'il y a une prise de distance de Londres et de Washington. On le voit au niveau des aides qui sont attribuées, qui sont de moins en moins grandes, notamment de la part de Londres. Il y a quand même un changement de cap. On a vu aussi que des voix qui comptent dans le monde intellectuel anglo-saxon, comme par exemple John Le Carré a pas mal écrit sur le Rwanda et a été très critique et a dit notamment que ça avait un côté univers carcéral. On le voit très bien dans le cas présent, puisque Victoire Ingabire notamment lui interdit de sortir de Kigali. Donc on veut l'empêcher de faire une campagne électorale. Donc ça apparaît de plus en plus clairement aux yeux du monde extérieur. Mais de notre côté, par exemple, Kagame a été quand même terriblement courtisé ces derniers temps par la France, par exemple, qui a renoué diplomatiquement. Valentin, je veux dire, qu'est-ce qui explique le fait que finalement Paul Kagame, malgré au fond ses dérives autocratiques,
ne fasse l'objet d'aucune critique. D'abord, il y a évidemment ce sentiment de culpabilité dont Pierre a parlé, parce qu'il faut savoir que la plupart des pays occidentaux ont failli lors du génocide. Donc il y a ce sentiment. Et puis il y a aussi, il ne faut pas le nier, il y a aussi le fait que le régime de Kagame a des réussites sur le plan économique, et aussi sur le plan de l'intégration des femmes. Il faut savoir que les femmes jouent un rôle essentiel dans ce pays. Et puis enfin, en ce qui concerne la France, la France a tout simplement envie de reprendre pied dans cette partie de la région. Notamment RDC, etc. Et ça passe évidemment par le Rwanda. Alors Camille, il y a Ingabire, on a parlé des généraux, mais il y a par exemple l'ancien président, le premier président rwandais post-Habyarimana, qui était Pasteur Bizimungu. Et Pasteur Bizimungu, il est en prison depuis une dizaine d'années, depuis 2000, et plus personne n'en parle. Il a disparu des écrans radars. Oui, je crois que même avec Victoire Ingabire, il y a aussi d'autres candidats d'opposition qui ont aussi été mis à l'écart. Je crois qu'évidemment, Kagame a fait du génocide une rampe de situation, à la fois en interne et en externe. Et c'est vrai que c'est d'autant plus problématique que, en fait, les gens qui sont au pouvoir à Kigali ne sont pas les victimes du génocide, mais bien les gens qui étaient en diaspora à ce moment-là, des anglophones ougandais. Donc, il y a et d'ailleurs, il y a pas mal de complaintes de la part des victimes du génocide qui ne se sentent pas forcément reconnues et qui ne bénéficient pas justement du boom économique du régime. Mais je voudrais quand même un petit peu modérer le propos parce que je pense qu'il y a un problème au niveau de l'opposition rwandaise aussi. Il y a une vraie difficulté à reconnaître la spécificité du génocide. Je crois qu'il y a il y a quand même dans les propos qui ont été tenus par Victoire Ingabire, il me semble des choses qui ont été relativement ambiguës sur il y a eu autant de victimes d'un côté que de l'autre. Non, c'est pas vrai. Les choses ne se sont pas produites de la même façon. Oui. Alors, je pense que ça empêche aussi de réfléchir aussi à au vrai problème qui n'est pas les massacres de 94 qui ont été faits par le FPR, mais ceux qui ont été faits en 96. Et je pense que la difficulté, je dirais, de part et d'autre à prendre le poids de l'histoire est aussi une aubaine d'une certaine façon pour Kagame, pour rester figé dans sa posture. Alors, là, les massacres dont Ingabire parle, ce sont ces massacres qui ont été perpétrés dans l'est du Congo, Kinshasa. Or, aucune enquête de la communauté internationale n'a abouti. On n'a jamais eu véritablement de chiffres. Et on sait que plusieurs dizaines de milliers de personnes, jeunes ou miliciens ou rebelles, ont été tués. Alors, juste là-dessus, elle ne parle précisément pas de cela, elle parle des massacres faits en 94 au moment de l'avancée du FPR. C'est ça qui, à mon avis, est problématique. Or, sur les massacres de 96, il y a une enquête qui a été faite tout récemment par l'ONU, qui est encore confidentielle, mais on commence à avoir des chiffres et on sait que les experts de l'ONU ont utilisé le terme génocide pour ce qui s'est fait au Congo et pas du tout pour ce qui s'est fait au Rwanda. Alors on se rappelle d'ailleurs il y a des choses qui vont venir justement sur le travail On historique. se souvient que lorsqu'il y a eu le divorce entre l'ex-président de la RDC, Kabila, avant sa mort, Kabila avait lui-même d'ailleurs mis en cause le Rwanda dans ses massacres. Non, mais c'est vrai que l'ambiguïté de Mme Ngabire, c'est d'avoir, faire ressurgir la thèse des deux génocides. D'accord. C'est une thèse qui a été longtemps entretenue en France, notamment dans un certain milieu français. Et c'est ça qui est extrêmement ambigu. Et effectivement, elle a commis une maladresse en faisant ressurgir cette thèse. Alors, est-ce que véritablement on peut s'attendre à une alternance aujourd'hui au Rwanda, Pierre? Ça me paraît difficile. Après, qu'il y ait des maladresses verbales, ça devrait être acceptable dans une démocratie. Ouais, on devrait la laisser participer à la présidentielle. Éventuellement, des juridictions indépendantes pourraient après dire si ces propos sont malvenus. Mais je pense qu'à un moment, il faut quand même libérer la parole. Voilà. Et pour le fait de savoir pourquoi la France est aussi rapprochée du Rwanda, je pense que ça venait pas simplement de la France, ça venait aussi du Rwanda, qui justement, se sentant un peu lâché par les Anglo-Saxons, s'est dit qu'il fallait revenir, parce que c'est un régime assez pragmatique, revenir vers Paris aussi. Un dernier mot sur le Rwanda, Denis? Je crois que tout a été dit. Tout a été dit. Voilà. En tout cas, on reviendra sans doute sur l'actualité rwandaise, puisque donc se préparent ces élections présidentielles pour le mois d'août prochain. On passe à notre deuxième sujet sur le Soudan.